Bonsoir à tous et bienvenue dans Entre deux News, votre rendez-vous quotidien de décryptage de l'actualité ivoirienne et internationale et les enjeux politiques qui façonnent notre société. Aujourd'hui, trois sujets marquants vont animer notre débat. Premier sujet, Pascal Affi-N'Guessan a été officiellement désigné candidat du Front populaire ivoirien FPI, son parti, pour l'élection présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire. Quels sont les défis et les espoirs que cette candidature suscite? Vous aurez des éléments de réponse dans quelques instants. Et puis, dans la deuxième partie, la période de révision de la liste électorale a été prorogée. Nous allons discuter des motivations officielles derrière cette décision et son impact sur la transparence et la crédibilité du processus électoral à venir. Et puis, dans la troisième et dernière partie, à Kouédo, la découverte tragique d'un nouveau-né sans vie, retrouvé dans des circonstances qui laissent place à de nombreuses interrogations. Quelles sont les implications de cet événement pour la société ivoirienne? Pour analyser et débattre de ces trois sujets, nous avons le plaisir d'accueillir Eric Bayala, journaliste, analyste. Bonsoir. Bonsoir, Cédric. Et Pulchérik Balé, consultante. Bonsoir à vous. Bonsoir. Tout de suite, place au premier sujet. Le FPI a désormais son candidat officiellement à l'élection présidentielle de 2025. Il s'agit de Pascal Affi-N'Guessan. Eric Bayala, après 2015 et 2020, Pascal Affi-N'Guessan est une fois de plus candidat à la présidentielle ivoirienne. Qu'est-ce que ça vous inspire? Bon, je vais déjà dire que son élection à la tête du Front populaire ivoirien est une élection sans surprise parce que, pour le moins qu'on puisse dire, il était carrément le candidat unique, donc il a été plébiscité. Et en termes de volonté manifeste d'être le candidat du Front populaire ivoirien à l'élection présidentielle de 2025, naturellement sorti du Congrès, je pense qu'il a été plébiscité. Et est-ce qu'il y a dans les partis des grandes figures qui sont les candidats naturels? Et tant que ces présidents-là ou bien ces grandes figures-là n'ont pas encore pris leur retraite politique, il sera peut-être difficile d'entrevoir de potentiels candidats à l'élection présidentielle. Et c'est le cas du Front populaire ivoirien. M. Pascal Affi-N'Guessan est le candidat naturel du Front populaire ivoirien depuis, comme vous l'avez indiqué, 2015, 2020 et aujourd'hui, il rebelote pour 2025. On attend de voir. Je pense que c'est le choix des militants du Front populaire ivoirien. Lui ont renouvelé sa confiance. Et pour moi, c'est déjà, ça participe à peut-être amoindrir un peu les tensions que nous avons observées ces temps derniers, parce que le Congrès étant l'organe suprême de chaque organisation, et donc sorti du Congrès, réélu président du Front populaire ivoirien et en même temps désigné comme candidat à l'élection présidentielle de 2025. C'est donc l'élection des candidats naturels. On attend les tours du RHDP et du PDCI afin d'organiser un débat sur ces sujets-là. Puis, Pulchérik Balé, quels sont les défis auxquels il devra faire face pour se démarquer dans la course à venir, la course à la présidentielle? Bon, il y a beaucoup de défis, mais avant, je voudrais dire que c'est tout à fait normal qu'il y ait eu l'élection du président Affi, étant donné qu'ils ont connu beaucoup de problèmes ces derniers temps. Il y a eu même une division, et donc c'est la branche que lui, il a, enfin pas la branche, on va dire, il a réussi à conserver l'appareil. Bon, les élections se sont bien passées. Maintenant, les défis. Il y a le défi d'être un candidat qui pourrait... Parce qu'il ne suffit pas d'être candidat, hein, il faut gagner. Voilà, il faut avoir des chances de gagner. Donc les défis, c'est surtout comment le FPI va s'organiser pour que son candidat soit un candidat qui ait un poids qui puisse inquiéter d'autres candidats qui sont aussi des poids lourds. Quelle stratégie ils vont adopter pour cela? L'autre défi, c'est comment, puisqu'il y a eu scission, comment faire pour mobiliser de nouveaux militants ou alors récupérer ceux qui sont partis, mais en tout cas mobiliser de nouveaux militants, puisque la division affaiblit forcément, puisque pour aller à des élections, il faut avoir des électeurs. Pour avoir des électeurs, normalement, il faut être un parti qui a une base suffisamment importante pour pouvoir faire bouger les choses en haut. Donc moi, je pense qu'il a deux défis. Celui de remobiliser des militants, celui de trouver la bonne stratégie pour être un candidat de taille.
On se demande aussi quels sont ses potentiels alliés. Bon, les alliances, là, ici, on en a tellement vu que on ne peut pas s'aventurer sur ce chemin-là. Je pense que chaque parti verra avec qui s'allier le moment venu. Bien. Mais dès le départ, il faut soi-même travailler sur son appareil avant de... Parce que même dans les alliances, là, le poids de chacun joue aussi. Bien. Eric Bala, Pascal Affi-N'Guessan se bat pour ne pas que son parti disparaisse. Il a beaucoup parlé de résilience dans son discours, que le FPI aurait pu disparaître après la crise de 2010. Comment vous réagissez face à ces déclarations? Bon, je pense que le FPI aurait pu disparaître. Je pense qu'il s'accorde le mérite de faire en sorte que le Front populaire ivoirien soit encore sur l'échiquier politique. Mais il faut dire qu'à la sortie de la crise de 2010-2011, suivie de l'affront qu'a connu le Front populaire ivoirien, après le congrès qui avait voulu désigner le président Laurent Gbagbo comme président du parti, il y a eu déjà un conflit et une bonne partie du Front populaire ivoirien s'était déjà retrouvée dans ce qu'on appelle EDS. Et c'était aussi également une forme de scission, mais ils attendaient le retour du président Laurent Gbagbo pour pouvoir s'affirmer. Et c'est cette partie-là qui a été créée, le PPACI. Il parle de résilience. Je pense que pour pouvoir sortir de cette situation, le Front populaire ivoirien s'était allié avec l'AFD à l'époque. Et c'est avec cette organisation-là qu'ils sont allés ensemble aux élections d'abord locales de 2015. Ensuite, bon, celle de 2020, pour finir, il n'a pas candidaté. Mais je pense que le Front populaire ivoirien, pour l'histoire, sinon pour son implication dans l'histoire de la démocratie de la Côte d'Ivoire, ce ne serait pas facile pour le Front populaire ivoirien de disparaître. Même si aujourd'hui, Affi n'est peut-être plus à la tête du Front populaire ivoirien, forcément, il y aura d'autres personnes qui vont porter le combat du Front populaire ivoirien. Et quand bien même qu'il y a eu cette scission où on a vu le vice-président Maître Dabo Godé qui est parti avec Issa Sangaré, on a vu Koulibaly Seydou qui sont des grandes figures qui ont porté le combat également de la résilience auprès de M. Pascal Affi-N'Guessan. Quand bien même que ceux-là se sont retirés, il y a eu également d'autres personnes qui ont marqué le pas du palier nouveau pour porter, si vous voulez, la lutte du Front populaire ivoirien. On parle de résilience. Oui, résilience parce que le Front populaire ivoirien, c'est quand même un parti qui a une histoire avec la Côte d'Ivoire et même les animateurs peuvent se succéder. Personne n'avait cru qu'après le départ du leader charismatique, le président Laurent Gbagbo, que le FPI allait encore avoir pignon sur rue sur comment on appelle ça, l'échiquier national. Quand bien même que le président Laurent Gbagbo soit parti pour créer le PPACI avec ses compagnons, mais il y a quand même certains qui sont restés, qui pensent que le Front populaire ivoirien a encore de la chance, a encore de quoi proposer, a encore beaucoup de dynamisme à mettre sur le plateau de la vie politique en Côte d'Ivoire. Et bon, au sortir de ce congrès, on a vu un Front populaire ivoirien qui est en train de recoller les morceaux, qui est en train d'essayer de polir les angles, mais en termes de résilience véritable, ce serait intéressant pour le nouveau président du Front populaire ivoirien de tout mettre en œuvre pour qu'il puisse avoir l'unité au sein du Front populaire ivoirien. En politique, on ne dit jamais jamais. Les gens, on a même vu au temps du président Laurent Gbagbo, M. Awa Domelo avait créé un courant au sein du Front populaire ivoirien, mais après il est revenu à la maison. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui compte dans la vie du PPACI. Et on ose croire que également au sein du Front populaire ivoirien, tous ceux qui sont partis pourront à date regagner la maison. Ils pourront peut-être faire passer les divergences d'aujourd'hui, peuvent forcément ne pas l'être pour demain. Et donc on espère que le FPI pourra regagner toute sa force pour mener le combat de l'élection présidentielle de 2025 parce que son unité est vraiment essentielle pour porter la candidature du président Affi-N'Guessan. Eric Bala, d'aucuns parlent de la fin d'un cycle avec le RHD au pouvoir. Affi-N'Guessan est-il de cette nouvelle génération de politiques sur qui la Côte d'Ivoire peut compter pour les prochaines joutes électorales ivoiriennes? Bon, ça dépend de ce qu'on entend par nouvelle génération parce que le président Affi-N'Guessan n'est pas un nouvel acteur dans la vie politique.
Voilà, il a été Premier ministre, il a travaillé étroitement avec tous les grands leaders du pays. Donc, nouvelle génération en termes de nouvelles propositions pour changer des anciens, peut-être. Mais sinon, moi, je pense que le président Affi N'Guessan ne fait pas partie de la nouvelle génération comme on le conçoit actuellement. On pense à tous ceux qui sont dans la cinquantaine, qui n'ont pas encore été véritablement candidats. C'est surtout à eux qu'on pense quand on parle de nouvelle génération. Donc moi, pour moi, il n'est pas de cette génération. Éric Bayala, Affi N'Guessan dans cette nouvelle génération de politique, est-ce que vous partagez ce même avis ou vous ne voyez pas également? Oui, ça dépend. Nouvelle génération en termes d'âge ou bien nouvelle génération en termes d'animation politique. Parce que si c'est en termes d'animation politique, vous savez que Pascal Affi N'Guessan est quand même un acteur important, comme Mme Bali l'a dit, sur l'échiquier politique. Maintenant, le tout, c'est qu'est-ce que chaque candidat propose pour être président. Est-ce que les propositions qui vont être menées par Pascal Affi N'Guessan vont épouser l'air du moment pour que les électeurs se reconnaissent? Parce qu'on peut tourner la page avec des visages connus, comme on peut peut-être décider de tourner la page avec des personnes auxquelles personne même ne s'y attendait. Et donc, comme je l'ai dit, ça dépend de savoir nouvelle génération en termes d'âge ou bien nouvelle génération en termes d'animation politique. Si c'est en termes d'âge, on voit que M. Pascal Affi N'Guessan est quand même dans la soixantaine. Il est moins jeune que tous les autres candidats, notamment le président Alassane Ouattara et le président Laurent Gbagbo. Il est peut-être dans la même fourchette d'âge que Thiam, c'est-à-dire dans la soixantaine. Et donc, si c'est au point de vue de l'âge, bon, on peut dire qu'il pourrait incarner une génération un peu plus en dessous de celle que nous connaissons. Maintenant, en termes de gouvernance, cela dépend de ce que le Front populaire ivoirien pourrait proposer. Et je pense que de plus en plus, c'est à cela que les Ivoiriens aspirent. C'est-à-dire, quelle est l'offre, quel est le programme de gouvernement que vous mettez sur la table pour pouvoir aguicher les électeurs. Pascal Affi N'Guessan a en tout cas baptisé son projet, lui et le FPI, la renaissance d'une nation pour le bonheur d'un peuple. Il a dit également « Ma victoire, notre victoire, chers camarades, sera la victoire de l'espérance d'une Côte d'Ivoire unie, réconciliée avec elle-même, plus solidaire, plus juste, plus décentralisée, véritablement démocratique, une Côte d'Ivoire dans laquelle chacun trouvera sa place ». Qu'est-ce que ça vous inspire? Bon, c'est une bonne vision, mais et qui colle avec le contexte que nous vivons. Mais en même temps, je pense que c'est ce que tous les leaders politiques disent. Ils veulent travailler à une Côte d'Ivoire réconciliée où tous les citoyens se sentiront en sécurité. Mais justement, pour y arriver, il ne suffit pas de le dire. Il ne suffit pas de le dire. Qu'est-ce que le président du Front populaire ivoirien a l'intention de faire pour créer les conditions de cette Côte d'Ivoire réconciliée? Je sais que l'opposition demande un dialogue national, la société civile aussi, c'est quelque chose d'essentiel. Donc moi je pense que c'est bien de nous décliner tout ça. Ils ont même parlé de 7 piliers qui sont très intéressants. Mais le plus important aujourd'hui, c'est surtout d'arriver à créer vraiment les conditions qu'il faut pour que les acteurs politiques se parlent afin que tout ce qu'ils disent là devienne réalité. Parce que si chacun dit des choses de son côté, qu'il n'y a pas d'harmonisation des visions, bon, ils ne sont pas obligés d'avoir les mêmes visions, mais il faut que, pour qu'il y ait des élections apaisées, ils puissent se parler. Et ça, c'est vraiment essentiel. C'est vraiment essentiel. Sans la paix, tout ce qu'ils projettent là, ça ne peut pas se faire. Et il va plus loin en disant que la rupture sera avec d'abord politique et institutionnelle, rupture avec un État ivoirien, héritage de la colonisation, un État importé, dit-il, imposé au pays par mimétisme juridique et institutionnel. Telle est la vision de Pascal Affi N'Guessan qui veut rompre ce lien. Éric Bayala, comment vous réagissez aussi sur ces propos? Bon, ce que je veux dire d'abord, c'est que
dans les propos du président Pascal Affi-N'Guessan, il ne faut pas que lui-même il oublie qu'il a été quand même acteur majeur dans la vie politique ivoirienne. Il a été également une voix qui a compté dans l'animation de la vie politique. Et lui-même l'avait dit qu'il se réfère un peu à ses alliances du passé, notamment avec celle avec le RHDP. C'était une alliance, dit-il, pour porter les questions de réconciliation, d'unité et d'engager la Côte d'Ivoire vers une vision nouvelle. Et c'est pour cela que certains de ses compagnons n'ont pas compris son revirement parce qu'ils estiment que le bilan de cette alliance avec le RHDP n'a pas été fait, de sorte à en tirer les conséquences pour pouvoir porter une nouvelle orientation. Aujourd'hui, seul à la tribune du Congrès, il estime qu'il faut rompre avec certaines pratiques, certaines ruptures. Il parle de rupture institutionnelle, juridique, il parle de rupture politique. Mais en même temps, quand on a été véritablement acteur, quand on a soi-même participé à un moment donné à apporter un ensemble de pas qui ont concouru à animer la vie politique, aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas véritablement se faire harakiri? Et comme Mme Balé l'a dit, le tout, ce n'est pas de faire de bons discours, c'est la posture et les actes concrets qu'on met en lumière pour accompagner nos déclarations qui vont véritablement porter, sinon attirer l'attention sur votre volonté manifeste de pouvoir changer les choses. Et la posture dans laquelle se trouve aujourd'hui le président Pascal Affi-N'Guessan, c'est une posture qui commande pour lui de tout faire pour regagner la confiance non seulement des Ivoiriens, mais la confiance de ses militants. Parce que ceux du PPACI pour lesquels il est en train vers lesquels il est en train de se rapprocher, c'est vrai, pour des raisons politiques, vont-ils l'accepter, mais à quelles conditions? Quel sera peut-être le rôle qu'il pourra jouer? Ce sera une alliance parti et parti, ou bien on va lui demander simplement de revenir à la maison. Maintenant, quand le Front populaire ivoirien va peut-être-il se ranger du côté du PDCI avec d'autres mouvements tels que MGC pour que l'opposition ait du coffre, mais toujours est-il que c'est à lui de démontrer à travers les actes qu'il va mener les jours qui suivent pour non seulement rassurer non seulement son camp, mais rassurer les partenaires. Parce qu'il faut avoir du coffre, il faut avoir du poids, si vous voulez compter dans une alliance. Bien. Puis Cherif Balé, il propose également l'instauration d'une 4e république. Pour lui, un régime présidentiel doit être modéré. Il propose aussi la suppression du Sénat et le renforcement du rôle et des prérogatives de l'Assemblée nationale. Bon, pour que toutes ces choses se fassent, il faut forcément réviser la Constitution. Mais comme je disais tout à l'heure, on n'en est pas là. Tout ça, ce sont des propositions. C'est ce qu'il veut faire s'il est élu. Donc aujourd'hui, c'est de se concentrer sur comment il sera élu pour pouvoir faire tout ça. Mais déjà, il fait des propositions aux Ivoiriens. Oui, c'est des propositions. On voit certains politiques qui disent tout sauf RHDP en 2025. Le FPI propose un programme de société, un projet de société. Comment vous réagissez? Moi, je ne dirais pas tout sauf le RHDP sur la simple base du fait que c'est le peuple qui choisit qui il veut. Donc, ce n'est pas un problème de personne, ce n'est pas non plus un problème d'être contre un parti ou un autre. C'est ce que je dis ici toujours sur le plateau. Ce qui est important, c'est de créer les conditions d'élections crédibles, d'élections transparentes, qui fassent que la volonté du peuple s'exprime. Sinon, une révision constitutionnelle s'impose, mais elle ne devrait pas être le fait d'un seul parti. C'est-à-dire que la Constitution nous régit, nous tous. Il y a des choses dans la Constitution qu'on devrait retirer, d'autres qu'on devrait ajouter. Moi, je suis d'accord pour la suppression du Sénat, mais il faudrait que cette révision constitutionnelle-là se fasse dans un cadre apaisé et dans un cadre de concertation aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le FPI prendrait par exemple le pouvoir que tout seul, il va faire ce qu'il a dit. Ça, c'est des propositions. Il y a certaines qui manquent à ce qu'il a dit en termes de retrait comme d'ajout. Donc j'espère que dans leur esprit, si jamais il passerait, il aurait une concertation avec les autres, même ceux qui ne sont pas passés, pour que cette révision constitutionnelle-là ne fasse pas après l'objet de revendications ou de contestations. Voilà. Mais le plus important, c'est comment il fait pour devenir président. Tout ça, c'est bien.
Oui, non, je parle de la stratégie, c'est forcément par les urnes, mais je veux dire, ça ne sera pas facile. Voilà, le FPI, comme l'a dit M. Bayala tout à l'heure, le FPI a connu une scission où le PPACI s'est créé. Là, il y a une deuxième scission qu'ils ont connue. Donc, au niveau de leur base, ça s'est effrité. Voilà, donc comment il fait pour remobiliser le monde qu'il lui faudra pour prétendre gagner les élections là? C'est ça qui est la priorité, en plus de la crédibilité des élections. Sinon, le reste, c'est facile à faire après. Dernière question pour terminer cette partie, Eric Bayala. Le FPI propose la suppression des institutions telles que le Sénat et une 4e République. Comment vous interprétez cette proposition? Est-elle la bienvenue? Pour dire que si c'est... Bon, je pense qu'aujourd'hui, quand vous regardez les grandes puissances, les grandes démocraties, avoir déjà 2 chambres, c'est-à-dire au niveau du Parlement, je pense que c'est un acte démocratique. Si tant est-il qu'on veut, selon ces propositions, il faut sortir peut-être du régime présidentialiste et puis en même temps ne pas avoir 2 chambres pour que ça soit... on ait la balance au niveau des prises de décision. S'il faut supprimer le Sénat, se concentrer exclusivement, dit-il, à l'Assemblée nationale, lui conférer tous les pouvoirs qui vont avec, je me dis que c'est déjà pas véritablement indiqué pour l'heure, parce que tous ceux qui animent le Sénat, ils sont issus de plusieurs partis politiques. Chaque parti politique a eu à candidater pour participer à ces différentes élections-là. Qu'on appelle à candidater au niveau des élections sénatoriales. Et puis, bon, le Sénat est exclusivement réservé sur les questions des collectivités. Et quand on sait que les collectivités, c'est véritablement... l'administration qui est très très proche des populations, et avoir une institution qui s'occupe exclusivement de ces questions-là, je pense que c'est quelque chose de salvateur. Maintenant, ce qui concerne la révision constitutionnelle, je pense qu'une révision constitutionnelle n'est pas une mauvaise chose en soi, dans la mesure où que les dispositions qui président aujourd'hui peuvent être caduques ou bien peuvent être amenés à connaître des changements au regard de l'évolution de la société. Mais il ne faut pas que les initiatives soient du genre j'ai pris le pouvoir, j'engage une révision constitutionnelle selon que je voudrais mettre des lois qui puissent peut-être m'arranger ou bien arranger mon parti. Il a fait une précision disant que la 4e République ne va pas permettre au président sortant de pouvoir poursuivre avec ses mandats. Mais justement, non, le problème, on ne fait pas, comment on appelle ça, on ne va pas réviser peut-être la Constitution exclusivement que pour régler cette partie-là. Il y a bien des dispositions qui peuvent également figurer dans la nouvelle Constitution, comme il y a certaines dispositions aussi qu'on peut retirer. Mais une Constitution, quand elle est votée, il faut qu'elle ait l'assentiment de l'ensemble, sinon de la majorité de la population. Merci Eric Bayala. Voilà. On aura l'occasion de revenir sur cette proposition de 4e République au cours de cette semaine avec, bien sûr, un invité, un cadre du FPI qui sera sur ce plateau pour parler des résolutions du 5e congrès du parti. Mais bien avant de terminer, Eric Bayala, vous avez un mot sur la suppression du Sénat. Oui, je voulais dire que on ne demande pas la suppression du Sénat parce qu'on aurait des problèmes avec les sénateurs ou bien qu'on serait contre une meilleure gestion des collectivités, mais c'est par rapport au contexte de cherté de la vie. C'est par rapport au contexte de cherté de la vie qu'en général, on demande non seulement même que le nombre de ministres soit réduit, mais que certaines institutions disparaissent pour le moment, parce que jusqu'à présent, on avait fonctionné avec une Assemblée nationale sans problème. On avait fonctionné sans un vice-président. C'est pour ça que les révisions constitutionnelles là sont importantes. Quelles sont les institutions qui sont vraiment nécessaires au fonctionnement de notre démocratie sans être budgétivores? C'est ça la question centrale qui fait que des institutions comme le Sénat ne sont pas pour le moment nécessaires à notre fonctionnement. Nous allons maintenant passer à notre deuxième sujet, prorogation de la période de révision de la liste électorale. Première question plus Eric Bayala. Pourquoi cette prorogation quand on sait qu'il n'y a pas d'engouement?
Oui, c'est une très très bonne question et ça c'est la CEI qui peut répondre parce que moi, à sa place, j'aurais fait le bilan de cette première phase parce que cette affaire du manque d'engouement ou de l'insuffisance d'engouement pendant l'enrôlement n'est pas une question nouvelle. Avant même de définir cette première période de révision de la liste électorale, la CEI elle-même en avait parlé. Mais quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait un bilan des révisions précédentes et même de celle-là qui vient de se dérouler. On fait le constat de ce qui ne va pas, comme ce manque d'engouement, et puis on cherche des solutions. Et c'est en fonction de ces solutions-là qu'on programme maintenant une autre période. Et ça aurait permis même à la CEI d'être conforme au code électoral pour organiser une autre révision au début de l'année 2025. Oui, parce que quand on aurait fait ce point-là, on saurait que, par exemple, il y a des gens qui ont encore leur dossier dans le circuit afin de faire certificat de nationalité et tout ça. Il y en a qui ont déposé leur dossier qui n'ont pas encore eu. Donc cette semaine-là, c'est par rapport à quoi exactement on a décidé que ce serait une semaine? Parce que le décret n'a pas été explicite dessus. Ils ont dit simplement que les conditions demeurent inchangées, alors qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a des zones où les gens n'ont pas de bureau de vote. J'en avais parlé dans mon dernier direct. Sur toute la zone de l'Asie du Sud, il y a 11 représentations diplomatiques. Là-bas, il n'y a pas de centre d'enrôlement, il n'y a pas de centre de vote. Alors que nous voulons que cette élection soit inclusive. Donc, en dehors du manque d'engouement, il y a des zones qui n'ont pas de bureau de vote. Il y a des nouveaux majeurs qui sont exclus. Donc, toutes ces questions-là, on aurait dû en parler. Et si moi, j'étais la CEI, j'aurais réuni les partis politiques qui sont sur le terrain, donc qui ont vu des choses. J'aurais réuni la société civile qui est aussi sur le terrain en qualité d'observateur, qui a aussi vu des choses. On aurait parlé et en fonction de ce qu'on se serait dit là, une nouvelle période de révision aurait été définie au début de l'année, le temps de donner aux gens les moyens et les conditions de corriger tout ça. Et puis bon, ce serait bien, mais bon, malheureusement... Donc pour vous, une semaine ne pourra rien changer? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que ce pourquoi on a donné cette semaine-là, on n'a pas trouvé les solutions de ça et puis on dit une semaine. La semaine, en fait, le temps de prorogation là, devait être conforme à une analyse qui a détecté ce qui ne va pas et qui a fait des propositions. Ça, c'est mon avis. Eric Bayala, quelle analyse faites-vous de la situation, de cette phase de révision de la liste électorale et quel bilan vous dressez pour cette première phase? Ce que je peux dire d'abord dans un premier temps, c'est qu'avant même que cette phase d'enrôlement ne puisse commencer, la CEI avait lancé ce qu'on appelait la campagne autour de l'enrôlement, avait déjà expliqué à maintes reprises les fréquences au niveau du taux d'enrôlement connu depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Et la CEI avait déjà indiqué clairement qu'on voyait un manque d'engouement au niveau des populations et que cela, depuis les années 2019 jusqu'à aujourd'hui, en indiquant plus ou moins les différents chiffres que la CEI enregistrait à chaque fois qu'une phase d'enrôlement et d'inscription de nouveaux majeurs avait été lancée. Et cette phase-là a permis à la CEI de faire, si vous voulez, des propositions et s'est fixé un objectif de 4 500 000 électeurs attendus à ces guichets. Et je pense que c'est à partir de ça, il y a un bilan qui a été fait avant qu'on ne lance cette opération. Et la plupart de tous les partis politiques qui sont les acteurs, j'allais dire, essentiels en ce qui concerne la révision de la liste électorale, parce qu'il s'agit pour eux de mobiliser leurs militants, ils ont tous demandé, et cette voie a été portée par le président du PDCI, d'accompagner, sinon de proroger la date au niveau de l'enrôlement, parce qu'il y a certains encore et que c'est maintenant que l'engouement se faisait sentir. Mais on est pratiquement à 500 000 enrôlés sur un objectif de 4 500 000. Et on a encore ajouté une semaine. On donne le temps d'évacuer cette semaine, d'enregistrer déjà peut-être ceux qui sont déjà prêts pour aller aux différents guichets de la CEI. Et rien n'empêche qu'au
au sortir de cette semaine-là, on puisse consacrer un bilan ponctuel sur l'enrôlement de cette phase de 2024. Et peut-être à l'issue de cela, ça pourrait donner naissance à une autre révision en 2025 en prenant en compte un certain nombre de paramètres. Sinon, la CEI n'est pas une institution nouvelle qui ne sait pas ce qu'il faut quand le gouvernement prend des décisions, par exemple, pour dire que le certificat de nationalité est gratuit et qu'avec même le récépissé de la carte nationale d'identité, on peut aller se faire inscrire sur la liste électorale. C'est parce qu'ils ont tenu compte de ce qui pourrait être des difficultés sorties de l'enrôlement du passé et que ces mesures ont été prises pour alléger la situation. Donc à ce niveau, il y a eu une bonne observation au niveau donc, de l'État qui a essayé d'alléger et pour permettre le maximum de personnes d'aller se faire enrôler. Eh bien, il y a aussi le fait qu'après cette phase, selon cette prorogation, forcément, la CEI viendra nous dire que sur les 1 mois pratiquement qui ont été accordés pour la révision de la liste électorale, à ce jour, voici tel nombre de requérants qui ont été, ce nombre de personnes qui ont été à leur guichet, et que sur ces nombres de personnes-là, il y a peut-être un tel montant pour le renouvellement ou bien pour des données administratives, changement de nom, lieu d'habitation, tel montant pour les primo-votants, ainsi de suite. Et ça permettra d'avoir une bonne cartographie et un maillage sur la question qu'on appelle ça électorale. Et quels sont les défis logistiques associés à cette extension d'une semaine? Oui, mais justement, il faut dire que d'abord même avant de parler de l'extension selon la prorogation de la semaine, à chaque fois que chaque jour que un enrôlement selon la CEI ou ses guichets, ça coûte 180 millions aux contribuables ivoiriens. C'est-à-dire la location des salles à l'étranger, la mobilisation de la logistique, le personnel, ça fait 180 millions par jour, ce qui donne plus de 1,2 milliard par semaine, soit 5,4 milliards dans le mois. Et donc forcément, la prorogation a un coût en termes sur qu'on appelle ça, le budget de l'État. Et donc, ce n'est vraiment pas sans incidence. Bien. Puis, Cheikh Balé, on se demande aussi en quoi cette prorogation pourrait améliorer la crédibilité des élections à venir. La prorogation... Parce que beaucoup de partis politiques et même organisations de la société civile jugeaient que les 3 semaines étaient insuffisantes pour organiser disons, la révision de la liste électorale. Il faudra étendre la période. Qui a été fait. En fait, comme la CEI est en train de s'habituer à organiser la révision à cheval sur 2 années, au lieu de le faire annuellement, comme le dit le code électoral, c'est pour cela que et les partis politiques et la société civile ont demandé que la période de révision s'étende un peu plus, se fasse justement à cheval sur les années 2024 et 2025 pour permettre à tout le monde, enfin à tous ceux qui sont en âge de voter, de figurer sur la liste électorale. Et cette révision a forcément un rapport avec la crédibilité du scrutin, puisque si c'est mal organisé, il y a forcément des personnes qui seront exclues. Et j'en parlais tout à l'heure. C'est justement pour qu'il n'y ait pas d'exclusion qu'on aurait souhaité qu'au lieu de naviguer à vue, la CEI ait déjà à l'avance programmé toutes ces opérations en donnant les conditions de sorte que les gens s'organisent mieux. Pour cette année 2024, depuis le premier semestre, tout le monde s'interrogeait sur la période à laquelle cette révision serait faite. On n'a pas eu de réponse. Il y a eu des spéculations. Les gens parlaient de juillet, de septembre. Finalement, c'est le 27 septembre 2024 qu'on nous publie un document qui a été signé depuis le 5 septembre. Déjà du 27 au 5 septembre, il y a 3 semaines. Ça dit qu'on aurait pu le savoir 3 semaines plus tôt. Parce que plus tôt on le sait, plus tôt on sait les documents qu'il faut pour y aller. Aujourd'hui, on le sait, mais la période de sensibilisation était trop courte. Les organisations de la société civile ont été sollicitées le 17 août, du 17 au 31 août, pour postuler pour la sensibilisation. Les partis politiques, eux, ils avaient déjà commencé la sensibilisation parce que c'est dans leur intérêt qu'il y ait beaucoup de personnes qui s'enrôlent. Mais pour la société civile,
la sélection, le dépôt même des dossiers s'est fait du 17 au 31. Après, à quel moment maintenant on a pris les organisations, ça je n'en sais rien puisque nous on n'a pas été retenus. Mais je veux dire que la période de sensibilisation est trop courte. Ça c'est le premier point. Le second point c'est que les pièces même pour se faire enrôler, on rend le certificat de nationalité gratuit, c'est bien. Le certificat de résidence aussi. Mais l'extrait lui n'est pas gratuit. Et il y a des gens qui jusqu'à présent n'ont pas d'extrait, ont des difficultés pour avoir leur extrait. Donc, nous annoncer 6 mois plus tôt que la période de révision, ça sera de telle période à telle période, et voilà les pièces, ça permet aux gens de se préparer plus facilement que quand on vous annonce à 2 semaines la période avec les pièces requises. C'est de ça qu'il s'agit en fait. À partir du moment où la CEI est censée avoir une certaine expérience, cette façon de travailler n'est pas bonne. Bien. Eric Bayale, est-ce que la période jugée trop courte par plus Eric Bayale et bien d'autres personnes en Côte d'Ivoire, et puis le manque de pièces chez certains Ivoiriens, justifie le manque d'engouement dans cette opération de révision de la liste électorale et malgré même la prorogation d'une semaine? Non, moi je pense qu'à ce niveau, c'est une argumentation fallacieuse. Parce que ce n'est pas la première fois que la CEI organise la révision de la liste électorale. Et donc, pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire depuis un certain nombre d'années, on sait que les pièces requises pour pouvoir participer, sinon, pour s'inscrire sur la liste électorale, ont pratiquement été toujours les mêmes pièces. Et puis, le problème, c'est que la vie de la nation ne peut pas être polarisée pour des questions électorales. Parce que, pourquoi quelqu'un doit-il attendre, quand on parle de révision de la liste électorale, pour se rendre compte qu'il n'a pas un extrait? Ou bien, pourquoi un individu, un citoyen, doit-il attendre qu'on parle de révision de la liste électorale pour se rendre compte qu'il n'a pas une pièce nationale d'identité? Il y a une sensibilisation. Non, c'est que je veux dire. D'abord, dans un premier temps, c'est-à-dire les partis politiques et les organisations de la société civile doivent pouvoir chacun, dans leurs propositions à l'amélioration de la gouvernance, prendre comme bâton, sinon dans leurs prérogatives, la sensibilisation des populations sur les documents qui leur confèrent leur citoyenneté. Parce que quand je sais qu'à 18 ans, je suis majeur politique, et la pièce qui doit déterminer mon identité est la carte nationale d'identité, en tant qu'individu, je me dois de prendre les dispositions pour que j'aie ma carte nationale d'identité. Je ne vais pas être là à attendre que les questions électorale soit une coercition à ma volonté de disposer de ma carte nationale d'identité. Parce qu'à part les élections, la nation, on appelle ça, est toujours en marche. On a besoin de sa pièce nationale d'identité pour diverses démarches administratives. Et cela permet nous-mêmes de justifier notre identité. Et donc, quand on dit que depuis septembre, les partis politiques étaient en train de s'interroger à quand la révision électorale, le problème, ce n'est pas à quand la date, mais qu'est-ce qu'on fait pour que tous les citoyens qui doivent être concernés par ce processus-là puissent être dans les dispositions. Cela participe non seulement à pouvoir se donner les moyens auprès de ces militants, de sorte à ce que ceux-ci-là aient les pièces requises. Parce que quand un individu n'a pas, comment on appelle ça, son extrait d'acte de naissance, ce n'est pas la faute de l'État. Quand vous mettez un enfant au monde, vous avez l'obligation d'aller le déclarer. Mais si un enfant qui existe, qui jusqu'à 18 ans n'a pas été déclaré aujourd'hui, parce que quand les déclarations de naissance là ne sont pas payantes, c'est gratuit. Donc comment est-ce que quelqu'un qui vit pendant 18 ans n'a pas de pièces? On peut comprendre que, bon, pour une raison, bon, pour une autre, cela peut arriver, mais cela n'explique pas, bon, ça n'excuse pas le fait qu'on n'ait pas sa pièce. Et donc, les organisations de la société civile et les partis politiques doivent pouvoir plutôt, dans leur démarche, dans leurs prérogatives de tous les jours, associer à leur sensibilisation, à leur activité. Est-ce qu'on dira que le manque d'engouement est du fait de l'irresponsabilité de certains citoyens? Bon, non, parce que, en fait, si quelqu'un est dans une disposition qui n'a même pas les pièces requises pour pouvoir aller se faire enrôler, du coup, quand on parle de l'enrôlement, bon, il ne se sent pas du tout concerné. Or, si lui-même, on lui disait déjà très tôt qu'en tant que citoyen, c'est une obligation de disposer de ta pièce d'identité. C'est-à-dire que sans qu'on ne fasse même recours à cette question d'élection. On dit aujourd'hui, quand tu as 18 ans, comme on a fait pour l'assurance maladie, on dit qu'aujourd'hui,
tout individu à l'âge de 18 ans doit pouvoir avoir sa pièce nationale d'identité, doit pouvoir avoir son extrait de naissance. C'est ce que nous confère la loi. Mais si quelqu'un qui n'a pas son extrait de naissance, qui n'a pas sa pièce nationale d'identité, et puis on dit que pour aller à l'élection, se faire enrôler, il faut avoir sa carte nationale d'identité. Or, même pour faire le certificat de nationalité, il faut avoir une des pièces des parents et puis son extrait de naissance. Mais vous êtes né depuis 18 ans, vous n'avez pas d'extrait. Donc c'est difficile même pour vous de disposer même du certificat de nationalité en vue d'aller vous faire inscrire. Donc c'est d'abord même notre responsabilité à nous d'exister sans avoir une existence légale. Merci Eric Bayala. Nous allons marquer une courte pause pour la réclame publicitaire. Donc on revient, vous allez réagir avant le troisième et dernier sujet, la pub. À tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous suivez Entre deux News, votre émission de débat sur l'actualité. Nous parlons dans cette deuxième partie de la prorogation de la période de révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire. C'est la dernière question, dernière réaction avec plus Eric Bayala sur ce qu'a dit Eric Bayala avant la pub. Oui, avant de parler même des pièces, c'est important de préciser que le manque d'engouement n'est pas lié seulement à l'absence de pièces. Il y a le fait même qu'il y a plusieurs Ivoiriens qui n'ont plus confiance au processus électoral. Il y a des gens qui se disent, bon, de toutes les façons, on connaît déjà les résultats. Et on ne peut pas les empêcher de penser comme ça. Parce que justement, la crédibilité de la CEI est mise en doute. L'autre chose, c'est que les violences électorales ont aussi découragé plusieurs personnes qui préfèrent rester chez elles et assister de loin à ces élections. Pour revenir au problème de pièces, il ne faut pas entrer dans la simplification excessive des choses. Il n'y a personne en Côte d'Ivoire qui ait atteint ses 18 ans sans avoir jamais eu de pièces. Il faut simplement se rappeler l'histoire récente de notre pays qui a fait qu'il y a des documents d'état civil qui ont été détruits. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent, qui n'ont pas de pièces. Même récemment, j'ai pris un Yango, le chauffeur là. Il dit, il ne sait pas où sont ses pièces. C'est moi qui étais obligé de lui dire comment faire pour reconstituer ses pièces. Donc, l'État ivoirien a lancé des audiences foraines. Ça, c'est parce que justement, ils savent très bien qu'il y a des problèmes pour que les gens aient des pièces. Il y a aussi une procédure spéciale qui a été votée depuis 2018 pour pouvoir permettre aux citoyens de reconstituer leur dossier. Donc, c'est une réalité que nous vivons et qui n'est pas encore, qui est encore actuelle. Donc, qu'on le veuille ou non, compte tenu de l'histoire violente de notre passé que nous avons connu, beaucoup de documents d'état civil ont été détruits et cela fait que beaucoup de citoyens n'ont pas leurs pièces. Bien. Et la CEI est censée tenir compte de tout ça dans ses décisions. L'autre chose, c'est que obtenir la CNI en Côte d'Ivoire n'est pas facile. Il y a des gens qui attendent depuis 3 ans, depuis 4 ans. C'est d'ailleurs pour cela que la CEI a décidé, heureusement, que même les récépissés peuvent servir. Donc, il ne faut pas penser que on obtient facilement les pièces et puis les gens ne veulent pas aller faire leurs pièces. C'est pas ça. Il y a vraiment des difficultés sur le terrain. Non, mais la question de l'audience foraine, c'est parce que l'État s'est rendu compte de la situation de la destruction de certains actes d'état civil. Merci Eric Bayala. Oui, mais il n'y a pas eu place maintenant au troisième sujet de cette émission. Ça n'a pas été une seule fois. Les audiences se sont répétées à maintes reprises et ça doit être l'implication. Et puis, mais justement, voilà pourquoi on a sollicité également. Comment vous réagissez face à la découverte d'un nouveau-né et puis 10 fibromes, 3 hernies étranglées et un sac contenant plusieurs types de prélèvements biologiques, de même que plusieurs fiches estampillées sur des Trècheville et de Yopougon. Eric Bayala. Bon, d'abord, dans un premier temps, il faut dire que c'est avec vraiment émoi que personnellement, moi j'ai appris cette information. Quand on sait bien que la décharge d'Akwedo est fermée depuis des années et que c'est dans cette décharge-là qu'on va découvrir un mort-né, un avorton, un embryon, une dizaine d'hernies, une dizaine de fibromes, et je pense également 3 hernies étranglées, et puis des documents, c'est-à-dire des sacs de seringues de prélèvement sanguin et tout, avec des imprimés estampillés CHU de Trècheville et CHU de Cocody,
reste à se demander, est-ce que nos CHU n'ont pas en leur sein ce mécanisme-là de destruction de tout le matériel ou bien de tout ce qui ressort des différentes opérations pour qu'on puisse aller les déverser à ciel ouvert. Je me réjouis que le procureur de la République se soit saisi de cette question et a commencé à diligenter une enquête pour qu'on puisse véritablement voir les auteurs de cet acte. Mais il faut dire que pour ce spectacle-là, il est vraiment ahurissant et la Côte d'Ivoire n'en a pas besoin. Maintenant, il est important que les enquêtes puissent aboutir pour qu'on puisse voir ceux qui sont responsables de ces différents actes pour en connaître leur motivation et pourquoi est-ce que c'est dans une décharge fermée au public qui n'est plus fonctionnelle qu'on va déverser tout ce qu'on a eu à découvrir. Mais la question qu'on se pose, c'est surtout le nouveau-né qu'on découvre dans cette décharge, M. Rukbale. Oui, avant de parler du nouveau-né, c'est important de préciser que ce n'est pas dans la décharge qu'on a découvert ces éléments qu'on a cités là. C'est à proximité de la décharge, il y a des coffres à ordures qui sont là. Les bacs. Voilà. Sinon, la décharge est effectivement fermée, il y a des aménagements paysagers qui sont en train d'être faits, n'est pas accessible. Il y a un coffre, deux coffres à côté de la décharge, c'est dans l'un de ces coffres-là que ça a été découvert. Maintenant, le problème n'est pas le nouveau-né. Il y a plein de cas comme ça dans la ville, c'est parce qu'on ne les découvre pas tous, qu'on ne le sait pas. Ça pose surtout le problème de la gestion des déchets hospitaliers. Parce que dans le principe, tous les hôpitaux ont leur système de gestion de leurs déchets. Et tous ces éléments qui ont été cités là devaient être passés dans un incinérateur. Et il y a des hôpitaux qui ont des incinérateurs, il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui ont des incinérateurs défaillants. Et quand c'est comme ça, ils sont autorisés à sous-traiter avec des sociétés qui viennent ramasser ces ordures-là pour aller les traiter. Donc la question, c'est comment se fait-il qu'on ait découvert ces éléments qui ne devraient pas être là, à cet endroit précis, avec des documents du CHU de Trècheville et du CHU de Yopougon? Ça, c'est la première question. Si ces établissements-là sont réellement impliqués dans l'affaire, est-ce que leur système de gestion des déchets marche? Si ça ne marche pas, avec quelle société ils ont sous-traité? Et ce 10 novembre-là, c'est quelle société qui était de service pour qu'on puisse aller déverser ces éléments à cet endroit-là? Donc, la responsabilité du ministère en charge de la santé est engagée, celle du ministère en charge de l'environnement est aussi engagée, parce que c'est eux qui sont censés valider le système de gestion des déchets dans les hôpitaux, mais c'est eux aussi qui donnent l'agrément à ces sociétés-là qui suppléent parfois les hôpitaux là, pour le traitement de ces ordures. Donc, franchement, la vraie question, c'est comment le système de gestion des déchets dans les hôpitaux comme dans les cliniques est géré pour qu'on puisse assister à ce spectacle-là. Éric Baïla, il y a eu aussi la désinformation autour de ces faits. D'aucuns parlaient de 20 bébés, 200 bébés, une information démentie par le procureur de la République. Effectivement, mais vous savez qu'il y a tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ceux qu'on appelle les journalistes citoyens, qui chacun aujourd'hui est toujours pressé de donner une information parce qu'on cherche à faire le buzz. Il faut déjà travestir les faits. Mais voilà pourquoi, à l'entame de cette question, je me suis réjoui du fait que M. le procureur de la République ait produit un communiqué pour pouvoir vraiment mettre fin à toutes ces spéculations et à ces fausses informations. Maintenant, vous savez que quand un problème est posé, il faut le gérer avec circonspection, surtout quand cela engage beaucoup de responsabilités qui sont encore méconnues. Aujourd'hui, le problème le plus essentiel, c'est de savoir ces déchets-là viennent de quelle institution sanitaire. Est-ce que c'est vraiment au niveau des différents CHU? Parce que quand on parle du CHU de Trècheville, du CHU de Cocody, Yopougon, quand vous regardez l'affluence des traitements et de toutes les interventions chirurgicales qui se font au CHU de Trècheville, je ne pense pas que, comment on appelle ça, 10 fibromes,
3 hernies étranglées et des sacs de prélèvement sanguin de cet ordre-là viennent exclusivement d'un CHU au regard de, si vous voulez, l'abondance des différents traitements. Et donc c'est pour ça que nous demandons que cette enquête-là puisse aboutir le plus rapidement possible. Mais en attendant cette enquête, c'est le lieu également d'appeler vraiment à la responsabilité des uns et des autres, surtout ceux qui sont commis à la gestion des déchets hospitaliers. Il y a un certain nombre de pas à ne vraiment pas franchir. C'est-à-dire aller prendre tous ces déchets-là et puis venir les mettre dans une bac à ordures comme s'il s'agissait d'une poubelle ordinaire. C'est vraiment pas intéressant. Voilà, tu vois, vous voyez, et que c'est vraiment pas intéressant. Donc, vivement qu'on puisse situer la responsabilité des uns et des autres et que, pour une fois, les différents ministères en charge de cette question-là puissent vraiment redoubler assez d'efforts. Mais en attendant de trouver les différents responsables, je pense que tous les ministères qui sont concernés puissent prendre des mesures de sorte à ce que cela ne se répète plus à l'avenir. Parce qu'il ne faudrait pas forcément attendre que les responsabilités soient situées avant de pouvoir prendre des mesures rigoureuses. Mais je pense que c'est déjà une alerte qui doit pouvoir interpeller les uns et les autres sur la manière dont les ordures et les déchets hospitaliers sont gérés. Bien. Il faudra aussi approfondir les enquêtes, parce que rien ne prouve que ces déchets-là proviennent des hôpitaux cités. Si. Normalement, les CHU sont assez sérieux. Ils ne peuvent pas... Ça peut être une tentative de pouvoir brouiller les pistes. Oui, parce qu'on sait très bien que, on n'est pas très rigoureux dans notre gestion. Quelqu'un peut subtiliser des imprimés du CHU de Yopougon ou de Trècheville pour couvrir son forfait. C'est pour cela qu'il est important que les enquêtes se fassent vraiment de façon approfondie et très rapidement, mais que surtout au niveau des hôpitaux, on mette beaucoup plus de sérieux dans la gestion des déchets hospitaliers. Allez-y. Non, parce qu'en principe, il y a plusieurs types de déchets dans les hôpitaux. On fait un tri. Et quand on fait ce tri-là, c'est qu'il doit aller effectivement dans les décharges, les ordures ménagères sont envoyés ailleurs. Mais les déchets hospitaliers, on les traite de 2 façons. On a ces fœtus qu'on a trouvés là, on ne devrait pas les trouver là. Normalement, sur chaque site, ils ont un système propre à eux où ils font des trous, comme on le faisait au village là. C'est le même principe où on met ceux-là. Et puis maintenant, tout ce qui est piquant là, on met dans l'incinérateur. Mais retrouver tout ça ensemble dans un coin comme ça, c'est pas normal. Et en quoi cette affaire illustre un problème social plus large en Côte d'Ivoire? Un problème social plus large. Bon, on pourrait parler de la non-protection aussi des citoyens. Parce qu'on sait tous que la cherté de la vie fait que y en a qui ont pour métier d'être récupérateurs. Donc, et c'est ceux-là même justement qui ont découvert ça. C'est des gens qui vont sur les décharges, qui vont dans les bacs à ordures pour voir ce qu'ils peuvent récupérer pour le revendre. Et donc, ceux-là, s'ils font face à des déchets hospitaliers, ça les expose à des contaminations. Parce que tout ce qu'on a découvert là, on ne sait pas dans quel contexte à l'hôpital là-bas ils ont été éjectés. Et donc, ça peut créer des infections, des contaminations de toutes ces populations qui travaillent dans les ordures. Mais même les populations aussi environnantes, parce qu'il y a des nuisances qui sont en rapport avec la qualité de l'air. Bon, il y a beaucoup de choses. Donc, du point de vue social, il y a la protection du citoyen qui est mise en cause dans ce genre d'affaires. Pour terminer, Eric Baala, quelle lecture, quel commentaire faites-vous de la promptitude du nouveau procureur de la République qui, depuis son arrivée, en tout cas, est très prompte? Bon, je pense que vous avez la réponse dans la question que vous posez. Vous dites qu'il est prompt. Mais je pense que cette promptitude a une raison d'être quand on est dans une société où aujourd'hui les réseaux sociaux font rage, où on peut facilement travestir une histoire banale à quelque chose de très important où ça n'en est pas le cas. Là où on découvre un mort-né, sur les réseaux sociaux, on parlait déjà d'une 20aine de morts-nés. Vous comprenez que ce que cela pouvait créer comme psychose au niveau donc, de la population et puis au niveau social. Le fait d'abord de pouvoir réagir à chaque fois que de besoin,
cela participe à ramener, sinon à resituer les problèmes dans leur contexte, à reséréniser les populations et à pouvoir déjà dire que les pouvoirs publics sont à l'avant-pointe de toutes les questions qui sont soulevées et qui régissent notre société. Et je pense que c'est une bonne posture pour M. le procureur qui, à chaque fois qu'une question d'intérêt national est soulevée, il puisse déjà donner de la voix pour assurer. Un mot sur la promptitude du procureur pour terminer. Oui, c'est bien qu'il soit réactif parce que ça permet de rétablir les faits. Mais moi, je voudrais souligner qu'il faut qu'il soit réactif sur vraiment tout. Ça, c'est un. Parce qu'il y a des violences verbales qui sont observées sur les réseaux sociaux pour lesquelles il ne réagit pas. Alors que nous sommes en année préélectorale et c'est très important. La deuxième chose, c'est qu'il ne suffit pas de réagir. Il faut que les citoyens soient rassurés par les résultats des enquêtes. On nous annonce beaucoup trop d'enquêtes pour lesquelles on n'a pas de résultats. Voilà. Donc. Merci. Place maintenant au carton rouge. Nous sommes dans le carton rouge, rubrique dans laquelle nos consultants font des coups de gueule sur des sujets d'actualité. Le premier carton de cette émission avec Eric Bayala. Mon carton rouge pour aujourd'hui, c'est vraiment à l'endroit des automobilistes. Nous sommes pratiquement à quelques jours du mois de décembre et on sait que c'est un mois de grande affluence. Et vous avez pu constater avec moi, il y a vraiment beaucoup d'embouteillages. Malgré les efforts de la police, selon des unités de régulation de la circulation, on observe beaucoup d'embouteillages et cela est dû à la mauvaise conduite, au manque de courtoisie de certains automobilistes au volant. Ce matin même, quand je suis sorti, on a bien vu des gens qui ne respectaient même pas les consignes des agents de police qui sont commis pour la sécurité routière, pour la régulation de la circulation. Pendant qu'on vous demande de marquer le pas, il y a certains qui prennent des sens interdits. Et après, personne ne peut bouger et c'est vraiment difficile. Donc, c'est un message à l'endroit de ces automobilistes à avoir un comportement citoyen et de vraiment respecter les consignes qui sont données par les agents de sécurité qui sont commis à la régulation de la route. Monsieur Eric Balé, réaction ou question sur ce carton rouge? Oui, ce carton rouge est juste, mais c'est important de souligner que ce n'est pas le citoyen lambda en général qui prend les sens interdits. Très souvent, quand vous voyez ceux qui prennent les sens interdits, ils ont des plaques WW avec drapeau. Ou des plaques jaunes. Non, mais malheureusement, ceux dont je parle, j'ai été, comment on appelle ça, témoin des faits. Ce n'est pas forcément eux. Parce que même ceux qui se promènent avec les plaques, souvent avec gyrophare ou bien machin, quand ils arrivent, on voit un peu plus ou moins les faveurs qu'ils ont pour pouvoir passer. Mais quand vous avez un policier qui est là, qui vous demande de marquer l'arrêt pour que ceux de la droite puissent passer et que vous foncez, oui, là, et pour finir, vous vous retrouvez au milieu, c'est un acte d'incivisme et ça crée vraiment l'embouteillage. C'est de ça que je parle en fait. D'accord. Bien, maintenant à vous de faire votre carton rouge. J'ai l'embarras du choix. Je vais faire 2 cartons rouges. Allez-y. Mon premier carton rouge va à l'encontre de l'arrestation de Bikongo parce que ce qu'il a dit là, c'est une réalité. Même chez les Blancs qu'on a l'habitude de prendre pour exemple, vous arrivez en France à Château-Rouge, il y a des gens qui vendent au bord de la route. Et chez nous ici, en Côte d'Ivoire, il y a des femmes qui ont vendu des galettes, qui ont vendu de la loco pour scolariser leurs enfants. Et donc, quand on veut lutter contre le désordre urbain, il faut le faire dans le cadre d'une politique sociale. On aurait pu créer des box où on réinstalle ces femmes-là, qui sont là pour certaines depuis des trentaines d'années, plutôt que de venir les déguerpir comme ça et mettre à mal la sécurité de leur famille. Bon, plusieurs parmi elles sont des veuves. Vraiment, c'est compliqué. Donc moi, je pense que, franchement, il faut beaucoup d'humanisme dans les politiques qui sont mises en œuvre, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Donc, quelqu'un qui vient dire une vérité qui est vraiment commune, bon, pourquoi on l'arrêterait pour ça? Franchement, moi, je ne comprends pas. Ensuite, je voudrais donner un carton rouge à la CEI. Cette semaine, on va commencer
la dernière semaine pour la révision de la liste électorale. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des Ivoiriens qui sont exclus. Certains nouveaux majeurs sont exclus. La CEI n'a pas trouvé la solution avant de proroger. Il y a des zones où il n'y a pas de centre d'enrôlement, alors que tous les Ivoiriens ont le droit de choisir leur président. Ça, c'est pas bon, c'est une exclusion. C'est l'exclusion qui nous a envoyé la guerre dans ce pays. On ne devrait pas continuer avec ça. Et encore moins la CEI qui est censée créer la confiance entre les acteurs. Toujours par rapport à cette révision électorale, je ne comprends pas pourquoi, malgré ces faits graves-là, l'opposition ne réagit pas. Parce que franchement, il faut forcément, je ne parle pas du dialogue national politique que les gens ont demandé, mais même sur l'activité de la CEI, il aurait fallu exiger aussi un dialogue pour qu'on s'entende sur un minimum, de sorte que la révision électorale soit inclusive et qu'elle puisse rassurer tous les Ivoiriens. Voilà. Bien, Eric Ba, la réaction sur ces 2 cartons rouges. En ce qui concerne l'arrestation de Bikongo, je pense que ce n'est pas le seul cyberactiviste qui a été arrêté pour des faits qui sont répréhensibles. Et moi, personnellement, je n'ai pas connaissance des motivations de son arrestation de façon officielle. On ne l'a pas indiqué. Maintenant, en ce qui concerne son arrestation, est-ce que les faits sont véritablement vérifiés? Est-il a été arrêté? Ça, je ne saurais le dire. Et donc, je souffrais que je n'arrive pas à me prononcer véritablement sur un fait dont je n'ai pas toutes les informations. En ce qui concerne la CEI, effectivement, la CEI s'est déployée sur l'ensemble du territoire national, aussi bien dans nos différentes représentations à l'étranger. Et dans la cartographie et le maillage de la CEI pour permettre au maximum d'Ivoiriens d'être sur la liste électorale, je pense que la CEI a tenu compte, si vous voulez, de la démographie, de l'affluence ou bien de la concentration des populations par endroit. Et dans son déploiement, aussi bien au niveau national qu'au niveau international, je pense que le maillage de la CEI est irréprochable parce que jusqu'à ce jour, tous les acteurs principaux qui sont concernés par la révision de la liste électorale, notamment les partis politiques, personne ne se plaint de ce que la CEI n'ait pas de bureau suffisamment partout. Aujourd'hui, ils ne sont peut-être pas informés. Justement, c'était à eux, parce que quand c'est fait, comme j'ai dit, les acteurs majeurs, donc c'est à eux de pouvoir se donner les moyens d'avoir l'information qu'il faut et de porter, s'il y a lieu, l'information au niveau de la CEI. En ce qui concerne d'abord même ces représentations, les bureaux qui sont ouverts dans les endroits connus n'ont pas d'affluence. Il n'y a personne. On ne va pas déjà demander à la CEI d'aller créer d'autres bureaux dans des zones où il n'y a pratiquement personne. Les nouveaux majeurs dont on parle qui dit qu'ils sont exclus, je ne vois pas quel nouveau majeur qui remplit les conditions qui s'est retrouvé au niveau du guichet de la CEI et on a dit qu'il ne se prendrait pas en compte. Non. Donc, Monsieur Bayala, vous n'êtes pas informé, je vous le dis. La CEI a dit qu'on prenait les nouveaux majeurs qui sont nés avant le 1er mars 2007. Donc tous ceux qui sont nés du 1er mars 2007 à octobre 2007 ne sont pas pris en compte, alors qu'au jour des élections, ils auront 18 ans. Il aurait fallu les inclure, d'autant plus que nous ne savons pas si en 2025, on va avoir une autre révision. Mais justement, comme on ne sait pas... Non, mais on s'en doute, puisque la liste définitive est prévue pour être publiée en juin 2025. De juin 2025 à octobre 2025, il faut recueillir les candidatures, il faut les analyser, il faut publier la liste des candidats, gérer le contentieux, gérer les campagnes avant d'aller voter. Il n'y a pas de place pour une révision après juin 2025. Non, mais justement, mais qu'est-ce qui vous dit qu'avant juin 2025, il ne peut pas y avoir de révision? Mais que la CEI nous donne son calendrier. Non. On navigue à vue. Si tout était clair, on n'en parlerait pas. Non, laissez la CEI faire son travail. Le président de la CEI lui-même a dit qu'il fait des révisions à cheval sur 2 ans. C'est ça qu'il est en train de faire. Justement, maintenant, le problème même, personne n'entrevoyait la prorogation de la date de la liste électorale. On a toujours prorogé. Non, je veux dire, quand la CEI fixait la date, personne ne savait si ça allait se faire. Quand bien même qu'on s'est rendu compte qu'il n'y a pas eu d'affluence. Mais la CEI l'a fait également pour proroger. Depuis les dernières révisions, on proroge. Même si on prend en compte tous ceux qui sont en âge d'avoir les 18 ans et de l'inscrire sur la liste électorale, jusqu'à ce qu'on arrive à date,
forcément, il y aura des gens qui vont rentrer, sinon qui auront les 18 ans, mais qui ne seront pas pris en compte. Parce que le processus électoral là, ne peut pas, quelle que soit la bonne volonté du système, prendre en compte tous ceux qui ont les 18 ans systématiquement. On doit créer les conditions pour les prendre en compte. Justement, maintenant, celui qui n'est pas parti se fait enrôler, c'est autre chose. Mais justement, on ne doit pas les exclure d'office. Ceux-mêmes qui sont déjà en âge, on les cherche même pour les faire enrôler, on ne les voit pas, et vous êtes en train de vous mettre dans les dispositions pour ceux qui auront l'âge de 18 ans. On n'a pas le droit de les exclure. Commençons d'abord à ce que ceux qui ont les 18 ans puissent aller se faire d'abord enrôler. Quand on aura fini avec eux, après on saura si après ceux qui ont déjà les 18 ans pourront être ou pas. Pour l'instant, ceux qui sont là, qui se font enrôler, c'est de ça qu'il s'agit. À la dernière rubrique de cette émission, le chiffre du jour. Bien, le chiffre du jour, c'est 9,2 milliards. 9,2 milliards, le chiffre du jour. Qu'est-ce que ça vous dit? Rien. C'est lié au numérique, cyberattaque. Ah oui. J'ai vu ça quelque part. Bon, alors, plus de 9,2 milliards de francs CFA des pertes dues aux cyberattaques en 2023 en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a enregistré des pertes estimées à plus de 9,2 milliards de francs CFA en raison des cyberattaques. Un préjudice financier vertigineux qui a fragilisé aussi bien des entreprises que des finances personnelles. Et ce bilan alarmant a été présenté au Parc des Expositions d'Abidjan la semaine dernière à Port-Boué, dans le cadre des journées portes ouvertes organisées par l'autorité de régulation des télécommunications et TIC de Côte d'Ivoire, la RTCI. Eric Bailly, la réaction sur cette grosse perte en 2023. Bon, d'abord, il faut dire que c'est un acte déjà à déplorer, parce que quand on voit ce que la cybercriminalité cause comme dommage au sein de nos différentes populations. On a vu ici des souscriptions à grande échelle qui ont été lancées par les réseaux sociaux. Et puis après, c'est avéré que c'était vraiment de la pure arnaque. Pas plus tard que hier, sur un plateau de télévision, il y avait des victimes dans la ville de Bouaké, dont une seule personne avait perdu déjà 58 millions. Elle a commencé par 1800, dit-elle. On lui avait demandé de souscrire à une opération sur Internet. Et de 1800, il a eu un gain, on dirait, un peu plus de 10 000. Et progressivement, quand ça a commencé à être important, il a appelé ses amis, ils ont investi les 58 millions et puis après, c'est avéré que c'était une arnaque. Et il n'était pas le seul dans, comment on appelle ça, dans cette situation. Il y a également des entreprises qui ont souffert de cette cybercriminalité. Certaines même d'entre elles ont dû fermer. Et je veux dire que c'est un fléau qui est vraiment... qui cause du tort, ou bien qui a causé du tort, mais qui continue même de causer du tort aux citoyens. Et c'est pour cela que nous appelons la responsabilité de l'État de vraiment prendre toutes les dispositions pour que véritablement ce genre de situation, c'est-à-dire que les entreprises, et qu'il y ait même une veille, si vous voulez, citoyenne au niveau de l'État sur les questions des réseaux sociaux pour qu'on puisse regarder de près qui dit quoi ou bien qui fait quoi. Généralement, quand le procureur s'auto-saisit de certaines questions, on estime qu'il y a restriction de liberté, mais je pense que c'est pour vraiment protéger les uns et les autres. Parce qu'après, quand on est victime d'une cyberarnaque, on se retourne vers l'État pour dire que bon, l'État a laissé faire, et voilà qu'aujourd'hui nous en sommes des victimes. Bien, plus Chéric Bailly, la Côte d'Ivoire a perdu plus de 9,2 milliards de francs CFA dans les cyberattaques en 2023. Comment vous réagissez face à cette perte? Bon, c'est dommage qu'il en soit ainsi, mais je pense que la criminalité, c'est la criminalité. Qu'elle soit cyber ou pas, c'est la criminalité. Et je crois que c'est dû au fait que nous sommes dans une société où le gain facile est devenu monnaie courante. Voilà. Tout le monde veut gagner de l'argent sans travailler. Et donc, ça ouvre la porte à ce genre de pratiques. Et je pense que donc, la responsabilité des populations aussi est engagée. Voilà. La norme, c'est de travailler pour gagner de l'argent. C'est ça la norme. Donc, quand des gens sont conditionnés pour chercher le gain facile,
finalement, ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Donc, il faut que les populations aussi se ressaisissent. C'est toujours elles qui cherchent des moyens bizarres pour gagner de l'argent. Après, maintenant, quand ça se passe mal, on vient vers l'État pour se plaindre. Donc, il faut que les gens changent dans ce côté-là. La deuxième chose, il faut que toutes les criminalités soient sanctionnées. Voilà, parce qu'on a vu ici le rapport de la Cour des comptes qui a dit certaines choses. On n'a pas vu qu'on a puni quelqu'un. C'est pour la cybercriminalité là qui leur fait mal. Donc, moi, je pense qu'il faut traiter tous les crimes au même titre. Et c'est ça qui va permettre de créer une société qui ait des valeurs, qui soit basée sur les compétences et où il y a surtout la justice. Merci. Voilà, parce que ça, là, ça pose un problème de justice. Merci plus, Eric Balé. Merci à vous, Eric Bayala. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro de Entre deux News. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro, pour d'autres débats sur des sujets d'actualité. Portez-vous bien et bonsoir.